Alors qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre, un millionnaire disparaît et lègue toute sa fortune à un jeune sans-abri, changeant à jamais le destin des deux hommes. Ethan se trouve dans une pièce opulente et immense, mais pleine d'échos de silence et de vide. C'était l'une de ces pièces majestueuses au plafond haut, ornées de lustres de cristal qui n'éclairaient jamais personne. Il était là, assis dans un noble fauteuil de cuir, enveloppé d'une richesse qui ne lui apportait aucune joie. Le visage d'Ethan, un homme qui devrait respirer la sécurité et la force, était lourd. Ses yeux enfoncés, entourés de rides qui ressemblaient à des traces de douleur et de regret, fixaient le néant. Il regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait peut-être voir. La soixantaine, leur expression reflétait des années de choix, de réussite et, bien sûr, d'erreurs ineffaçables. Les murs du manoir étaient couverts d'œuvres d'art coûteuses, des tableaux qu'il avait collectionnés tout au long de sa vie, mais qui n'étaient plus que des peintures inertes et dénuées de sens. Chaque pièce de la maison racontait une histoire de succès, de victoire, mais aussi de vide et d'occasions manquées. Le personnel, dont peu se risquent encore à y travailler, décrit Ethan comme une énigme. Il ne savait rien de son passé et ne comprenait même pas pourquoi il était si reclus. La réputation de reclus d'Ethan était pratiquement un fait accompli. Des années auparavant, il était un mystère pour la société, qui ne le connaissait que comme le millionnaire lointain. Et maintenant, il semble que cette célébrité soit tout ce qui lui reste. D'un geste léger, il caresse la coudoir du fauteuil comme s'il pouvait lui apporter un peu de réconfort. Mais la sensation du cuir froid ne fit que lui rappeler à quel point il était seul. La solitude n'était pas nouvelle pour Ethan. Elle avait pris racine autour de lui, comme une liane qui pousse silencieusement, remplissant chaque espace vide, l'enveloppant jusqu'à l'étouffer. L'argent et le pouvoir ne manquaient pas, mais ils étaient comme des armures qui ne le protégeaient pas de ses propres pensées. Il soupira, un soupir si profond qu'il semblait venir de son âme même. « Ethan, qu'as-tu fait de ta vie ?» se dit-il. Le son de sa voix dans l'immensité de la pièce rendait l'air encore plus lourd, chargé d'une vérité qu'il essayait d'éviter. À chaque question sans réponse, il était confronté au souvenir de choix irréversibles. Des décisions qui, sur le moment, semblaient brillantes et audacieuses, mais qui, au final, laissaient de douloureuses cicatrices. Ethan se leva lentement et se dirigea vers la grande fenêtre de son salon. De ce point de vue, il pouvait voir la ville entière s'étendre au loin, scintillant sous les lumières artificielles. Il y avait des immeubles, des rues animées, des gens qui allaient et venaient, menant une vie pleine d'objectifs et d'espoir. Il se demanda si quelqu'un pensait encore à lui. Si quelqu'un se souvenait de l'homme qu'il avait été, avant qu'il ne devienne un nom lointain et une fortune inaccessible. Les lumières de la vie semblaient être à des kilomètres, même si, en réalité, elles n'étaient qu'à quelques pas des portes de son manoir. Les pensées d'Ethan l'ont amené à se remémorer les moments de sa jeunesse où il a cru que la richesse serait son billet pour le bonheur et la reconnaissance. Il était déterminé, voire obsédé, par l'idée de devenir le meilleur. Il a toujours été le genre de personne qui travaille sans relâche, qui sacrifie ses soirées et ses relations pour gravir les échelons de sa carrière. Mais aujourd'hui, entouré de tout ce luxe, il se demandait si cela en valait la peine. Il se souvenait vaguement d'anciens visages, d'amis et d'amour qui avaient disparu. Des gens qui avaient un jour compté, mais qu'il avait abandonné au profit d'un rêve qui lui semblait inaccessible. Combien de fois aurais-je pu m'arrêter et choisir différemment? Chaque souvenir est une épine dans la poitrine, une douleur qui lui fait se demander si c'est le bon prix à payer pour tout ce qu'il a accompli. Après tout, que restait-il lorsque toutes les personnes qui comptaient vraiment étaient parties? Un souvenir en particulier lui revenait sans cesse. Une femme dont il osait à peine prononcer le nom, mais qui avait été son grand amour. Ils avaient fait des projets ensemble, un avenir. Mais au moment de choisir entre l'amour et le pouvoir, il avait fait un choix dont il ne s'était jamais remis. Ce regret était devenu un fantôme, une ombre qui l'accompagnait dans chaque moment de solitude. Ethan savait que la fortune à laquelle il tenait en était rien d'autre qu'une barrière qu'il avait érigée pour se protéger, mais qui le tenait désormais prisonnier, coupé de tout ce qui pouvait lui apporter le vrai bonheur. Un bruit résonna dans le couloir, et l'un des rares serveurs entra, portant un plateau de café. Ethan acquiesça, rejetant la boisson d'un geste lent. Il ne voulait ni café ni compagnie. Le serveur acquiesça silencieusement et s'en alla, laissant Ethan seul, une fois de plus enveloppé dans l'obscurité de ses propres pensées. Il se souvenait des gros titres, des rumeurs sur sa fortune et son détachement de la société. Personne ne savait vraiment ce qu'il avait dans le cœur. Les gens ne voyaient que l'image d'un homme riche et mystérieux, sans se rendre compte que derrière cette figure se cachait un être humain usé qui supportait à peine de regarder son propre reflet. Ethan passe ainsi des heures à rester là, perdu, prisonnier d'un cycle de réflexion et de regrets, à se demander ce qui aurait pu être. Il avait peut-être le temps de réparer les dégâts, mais il savait que le temps était une denrée précieuse, qu'il avait déjà presque entièrement épuisée. La fortune qu'il possédait ne lui permettait pas d'acheter une seconde de vie supplémentaire, et cela, plus que tout, le terrifiait. Lui qui avait toujours cru que l'argent était la clé de tout, il se rendait compte que certaines portes ne s'ouvriraient jamais, quelle que soit la somme versée. Mais au milieu de ce désespoir, une idée commence à émerger. Une idée vague,
une pensée légère, comme une brise qui envahit une pièce fermée. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il faire quelque chose de valable avec les jours qui lui restaient. Quelque chose qui irait au-delà des chiffres de son compte en banque et des propriétés qu'il possédait. Quelque chose qui laisserait une vraie trace, une trace qui ne se mesurerait pas en biens matériels, mais en impact réel. Et alors qu'il y pensait, une expression différente est apparue sur son visage. Quelque chose qui était peut-être le début d'un léger sourire, un espoir timide qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et c'est ainsi qu'Ethan, l'homme que la société ne connaissait que comme un millionnaire reclus, a commencé à entrevoir une petite possibilité de rédemption. Ethan est entré dans la chambre du médecin avec l'air résolu qu'il arborait toujours. Il était habitué au cadre formel, aux chambres froides et aux conversations objectives. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose semblait différent. Le médecin, un homme à l'allure prudente et professionnelle, évitait de le regarder. Ethan a ressenti un léger malaise, une sensation déstabilisante. Lui qui a toujours été un homme de certitude se retrouve pour la première fois dans une situation d'appréhension. L'air semblait plus épais, et le tic-tac de l'horloge sur le mur sonnait comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Le médecin renifla, sortit une enveloppe brune et en retira soigneusement des tests. « Ethan » commença-t-il d'une voix qui semblait peser chaque mot, « je suis désolé. » Un silence glacial s'installe dans la pièce, comme si le temps s'était arrêté. Le millionnaire, habitué à ne recevoir que de bonnes nouvelles, regarda ce moment avec l'incrédulité de quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé être confronté à une telle phrase. « De quoi parlez-vous, docteur ?» demanda Ethan à voix basse, essayant de cacher son anxiété grandissante. Mais au fond de lui, il le savait déjà. Le docteur lui lança un regard plein de pitié, un regard qui semblait contenir l'angoisse de quelqu'un qui porte le poids d'une nouvelle dévastatrice. « Ethan » poursuivit-il, « les tests montrent que votre état est en phase terminale. Il ne vous reste plus que 2 mois à vivre. » Les mots ont été prononcés doucement, presque comme un murmure. Mais pour Ethan, il sonnait comme un coup de tonnerre, résonnant dans son esprit sans relâche. Il sentit son corps perdre sa fermeté pendant un bref instant, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. 2 mois. 2 mois seulement pour une vie. Une vie qu'il avait construite au prix de tant d'efforts et, en même temps, de tant de sacrifices. Tout l'argent, toutes les possessions, toute l'influence, rien de tout cela ne semblait avoir de sens face à ce jugement final. Il resta silencieux, absorbant les mots, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, presque pour lui-même. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue, une réponse, quelque chose pour nier cette vérité brutale. Le médecin garda le regard bas, respectueux de l'instant, mais ferme dans sa position. « Je sais que c'est difficile, Ethan, dit-il doucement, mais nous avons fait tous les tests possibles. Ce n'est qu'une question de temps. » L'esprit d'Ethan commença à vagabonder, loin de cette chambre d'hôpital, et pendant un moment, il se vit dans un film de sa propre vie. Il se souvenait de chaque choix qu'il avait conduit là, de chaque moment où il avait donné la priorité au travail, au succès, à la fortune, tout en reléguant au second plan ce qui comptait vraiment. C'était comme si un kaléidoscope de souvenirs tourbillonnait dans son esprit, avec des images rapides et fugaces de personnes, de visages, de rires oubliés. Des souvenirs qu'il avait longtemps tenté d'ignorer, mais qui refaisaient surface, impitoyables, lui rappelant tout ce qu'il avait gaspillé au nom d'une illusion. Sans s'en rendre compte, il s'était mis à serrer les mains l'une contre l'autre, le regard fixé sur un point du sol, perdu entre la réalité et le passé. « Et que puis-je faire » demanda-t-il d'une voix désespérée. Ce n'était pas une question pour le médecin, c'était comme s'il interrogeait l'univers lui-même. Le médecin soupire, habitué à voir des réactions de désespoir, de colère et de déni. Mais Ethan ne réagit à aucune de ces réactions. Il resta immobile, comme une statue de lui-même. « Ethan, la vérité est que, il est peut-être trop tard pour essayer un quelconque traitement, dit le médecin. » Et cette phrase, plus que toute autre, a frappé Ethan d'une douleur indescriptible. « L'argent ne peut pas tout acheter, monsieur, » ajouta le médecin, avec une honnêteté qui semblait traverser l'air. Cette phrase sonnait comme une sentence, et c'est quelque chose qu'Ethan n'aurait jamais admis en d'autres circonstances. Il avait toujours cru que l'argent était la clé de toutes les portes, mais aujourd'hui, il est confronté à une porte qu'aucune fortune ne peut ouvrir. La vision encore brouillée par l'incrédulité, Ethan se lève lentement, comme si un poids colossal le tirait vers le bas. Chaque mouvement lui paraissait plus difficile, comme si ses forces étaient épuisées par la brutale prise de conscience de la réalité. Il acquiesça silencieusement au médecin, mais son esprit était loin. Il y avait tant de questions qu'il voulait poser, mais aucun mot ne semblait capable d'exprimer la profondeur de son désespoir. Comment était-il possible que lui, l'homme qui avait tout conquis, dispose à présent de si peu de temps? Où s'est-il trompé? Sur le chemin du retour, Ethan observe la ville par la fenêtre de la voiture, comme s'il la voyait pour la première fois. Les gens se pressent, les voitures passent, les enfants rient. Tout semblait suivre son cours, indifférent au fait que la vie d'Ethan était sur le point de s'achever.
Il observe chaque détail, sentant sa poitrine se serrer. Chaque bruit, chaque lumière, chaque visage anonyme lui rappelait ce qu'il n'avait jamais apprécié. Une fois rentré chez lui, il entra dans le manoir sans dire un mot au personnel. Il monta les escaliers, chaque marche pesant plus que la précédente, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son bureau. Il s'assit dans son fauteuil et resta là, immobile, entouré des souvenirs d'une vie qui lui semblait soudain dénuée de sens. Il regarda autour de lui, des tableaux, des livres, des prix, des souvenirs de ses réalisations. Tout ce qui lui avait semblé précieux était devenu insignifiant, une collection d'objets sans vie et sans raison d'être. C'est alors qu'il commence à se parler à lui-même, à voix basse. Quel est le but de tout cela? Quel était le but de chaque sacrifice, de chaque décision? Sa voix était tremblante, comme celle d'un homme qui découvre qu'il s'est trompé toute sa vie. J'ai construit un empire, mais ai-je construit une vie, demande-t-il, la voix brisée. Il se souvient de chaque amitié abandonnée, de chaque lien brisé. La fortune qu'il avait amassée lui apparaissait désormais comme un fardeau qu'il portait sans raison. Il était trop tard pour réparer les erreurs commises, mais il n'était peut-être pas trop tard pour essayer quelque chose de différent. Ethan resta là pendant des heures, perdu dans un mélange de douleur et de regret. Chaque minute qui passe lui rappelle que le temps est compté. Et lui, qui avait toujours contrôlé tout ce qui l'entourait, n'avait désormais plus aucun contrôle. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'obscurité de sa solitude, une petite étincelle de clarté a commencé à émerger. Il s'est rendu compte qu'il avait encore le choix. Il pouvait passer ses derniers jours à ressasser le passé ou essayer de faire quelque chose de significatif. C'est à ce moment-là qu'il a décidé que, même si le temps était compté, il ne laisserait pas sa vie se terminer sans dû. Il ne savait pas encore quoi faire, mais l'idée de laisser un héritage, quelque chose qui aille au-delà de l'argent, a commencé à prendre forme dans son esprit. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressent une lueur d'espoir, un espoir qui naît du désir de faire la différence. Dans le silence de la nuit, Ethan a pris une décision. Il allait consacrer les jours qui lui restaient à donner un sens plus grand à sa fortune. La nuit était froide et déserte, comme si la ville était plongée dans un calme inconfortable. Ethan, qui normalement ne sortait jamais de chez lui à 7 heures, se retrouva à marcher dans les rues. Une forte brise soufflait à travers son lourd manteau, mais il ne se souciait guère du froid. Ses pensées étaient loin, plongées dans des réflexions qui l'emportaient sur le vent glacial. Chaque pas semblait résonner dans les rues vides alors qu'il marchait sans but, suivant simplement l'impulsion de sortir et de s'éloigner de tout. Ethan traversa des ruelles étroites et des trottoirs presque déserts, les mains dans les poches de son manteau et le regard fixé sur le sol, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Dans le coin d'une ruelle lugubre, à côté d'un tas de cartons usés et d'ordures, se tenait une petite silhouette, ratatinée et tremblante. Il s'arrêta, fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il voyait. C'était un garçon d'une douzaine d'années tout au plus, enveloppé dans des haillons qui le protégeaient à peine du froid glacial de cette nuit. Le garçon était accroupi dans un coin, le visage caché entre ses genoux, cherchant un peu de chaleur dans le carton sale qui l'entourait. Au début, Ethan garda ses distances, se contentant d'observer. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais ce garçon remuait quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être était-ce l'expression d'impuissance, la fragilité, ou simplement la situation d'abandon qu'il connaissait si bien mais qu'il essayait d'oublier. La scène touchait une partie dormante de son cœur, une partie qu'il avait depuis longtemps enfermée. Ce garçon ne devrait pas être ici, seul, dans le froid, murmura Ethan, presque pour lui-même, sans se rendre compte qu'il parlait à haute voix. L'espace d'un instant, il songea à s'éloigner, à poursuivre son chemin. Après tout, il n'avait pas l'habitude de s'impliquer dans les malheurs de la ville. Mais quelque chose l'empêchait de se détourner. C'était comme s'il était piégé dans ce moment, comme si le garçon était le miroir de sa propre solitude, mais sous une forme encore plus crue et douloureuse. Saisi d'une étrange impulsion, Ethan fit quelques pas hésitants pour s'approcher. Le garçon, sentant sa présence, releva la tête et le regarda avec de grands yeux méfiants. Des yeux qui, malgré leur jeunesse, portaient une triste sagesse, une expérience qui ne devrait pas appartenir à un enfant. Ethan remarqua les cernes profonds sous ses yeux, son visage pâle et ses lèvres craquelées. Il sentit un serrement dans sa poitrine, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul ?» demanda Ethan, en essayant de garder sa voix basse et calme. Le garçon continua à le fixer, sans répondre. Il était habitué à ce que les adultes l'ignorent ou, pire, le repoussent, comme s'il était un parasite à éviter. Mais cet homme, même en silence, ne semblait pas le mépriser. L'enfant détourna le regard, gêné, se serrant plus fort contre son cœur. Ethan attendit une réponse, mais il n'y eut pas de mots. Seul un soupir court et rauque s'échappa des lèvres du garçon qui essayait de se recroqueviller encore plus, cherchant le peu de chaleur qu'il pouvait trouver dans les bouts de carton. Ethan observait la scène avec un mélange d'angoisse et de curiosité, se demandant combien d'enfants se trouvaient dans la même situation, invisibles au reste du monde. Ne sachant que dire, il se pencha à la hauteur du garçon,
s'approchant sans envahir son espace. « Tu as un endroit où aller ?» demanda-t-il doucement, mais la réponse était évidente dans l'expression du garçon. Les yeux tristes du garçon rencontrèrent à nouveau les siens, et Ethan ressentit un choc, comme s'il faisait face à une partie de lui-même qu'il avait essayé d'effacer. Il avait déjà été un garçon comme lui, seul, perdu, essayant de survivre à tout prix. Les souvenirs remontèrent à la surface sans permission, des souvenirs de Joe où lui-même n'avait qu'une pièce dans sa poche et aucun visage familier sur lequel s'appuyer. Ethan osa une nouvelle question, sortant cette fois un billet de sa poche et le tendant au garçon. Mais le garçon se contenta de regarder l'argent, sans bouger. Il ne semblait pas lui faire confiance, comme si ce geste aimable n'était qu'une autre des illusions qu'on lui avait déjà offertes et qu'on lui avait retirées. Ethan sentit une boule dans sa gorge, réalisant que l'argent, la seule chose dont il avait toujours pensé qu'elle résoudrait tout, ne suffisait pas à franchir la barrière de la méfiance de cet enfant. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il, la voix brisée. Il s'entendit prononcer ces mots et réalisa à quel point il sonnait creux. Pourquoi ce garçon le croirait-il? Ce n'était qu'un étranger, quelqu'un qu'il pouvait simplement ignorer et continuer sa vie sans se retourner. Pourtant, il était toujours là, sentant que ce moment, cette rencontre, était important. C'était comme si une force invisible l'avait attiré dans cette ruelle, comme si le destin lui montrait quelque chose qu'il devait voir. Ethan baissa la main, remit l'argent dans sa poche et se leva, ne sachant que faire d'autre. Pendant un moment, il resta silencieux, se contentant d'observer le garçon. Aucun mot ne pouvait franchir le mur qui les séparait. Le vent glacial soufflait, et Ethan sentait le froid pénétrer ses vêtements, mais il savait que ce garçon devait souffrir encore plus, sans nulle part où aller, sans personne pour le protéger. Il était là, exposé à l'indifférence du monde, tout comme Ethan se sentait à l'intérieur, exposé à l'indifférence d'une vie vide. Après quelques secondes, Ethan jeta un dernier regard au garçon, comme pour mémoriser ce moment, avant de s'éloigner. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent, et il sentait quelque chose de nouveau se former en lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Ce n'était ni de la compassion, ni de la pitié. C'était quelque chose de plus profond, une connexion silencieuse, un lien entre deux âmes solitaires, bien que dans des contextes si différents. Alors qu'il s'éloignait, un sentiment amer l'habitait, une sorte de vide grandissant. Il savait que cette brève et apparemment insignifiante rencontre avait semé en lui une graine de changement. Il y avait quelque chose chez ce garçon qui lui rappelait ce qui comptait vraiment, quelque chose qu'il avait perdu au fil des ans et qu'il sentait qu'il devait retrouver. Ethan passait des jours entiers dans une agitation qu'il ne parvenait pas à comprendre. La rencontre avec le gamin des rues l'avait marqué d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. C'était comme si le bref moment passé dans la ruelle avait enlevé une épaisse couche d'indifférence qu'il avait utilisée pendant des années pour se protéger du monde. Le souvenir de ce jeune visage, de ses yeux marqués par la méfiance et de cette solitude trop familière le hantait. Il essayait d'ignorer ce sentiment, mais il n'y parvenait pas. Enfin, par un matin gris, il s'est réveillé avec une idée toute faite, une idée venue de nulle part, mais qui lui semblait tout à fait juste. Il avait décidé de laisser toute sa fortune à ce garçon. En prenant cette décision, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. C'était comme si ce geste donnait un sens à son existence, comme s'il faisait enfin quelque chose de vraiment important. Pourtant, il y avait une certaine lourdeur dans son cœur. Il savait qu'une telle décision ne serait pas bien accueillie. Mais cela n'a plus d'importance. Ces derniers jours, un sentiment d'urgence l'a poussé à agir avant que son temps ne soit complètement écoulé. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre, que c'était sa dernière chance de faire quelque chose de significatif. Ethan a téléphoné à son avocat pour lui demander de préparer le Nouveau Testament. « J'aimerais que cette procédure se déroule le plus rapidement possible », avait-il dit au téléphone. La surprise de l'avocat était palpable, mais Ethan ne s'est pas inquiété de cette réaction. Il savait que l'homme se demandait probablement s'il était sain d'esprit, mais la décision avait été prise. Il y avait une sérénité dans sa voix, une fermeté qui indiquait clairement qu'il ne reculerait pas. Le jour dit, Ethan entre dans le cabinet d'avocat. Assis en face de lui, l'avocat essayait de traiter l'ordre inhabituel qu'il venait de recevoir. « Vous voulez donc ?» commença l'avocat avec une expression incrédule, « tout laisser à un gamin des rues ?» Le doute était évident, et peut-être même un soupçon de jugement. Mais Ethan reste sur ses positions. « Oui », répondit Ethan calmement, avec un sourire presque imperceptible. « Je veux tout lui laisser. » L'avocat échange un regard avec son assistante, essayant de trouver une logique. « Mais, monsieur Ethan, vous avez des proches, des membres de votre famille qui attendent peut-être cet héritage ?» tenta-t-il d'argumenter. Mais Ethan ne voulait rien entendre. Il savait que ses proches n'étaient jamais vraiment présents dans sa vie, si ce n'est pour s'intéresser à sa fortune. « Écoutez, je n'ai pas besoin de justifier ma décision. Je sais ce que je fais, » dit Ethan, d'une voix calme mais ferme. « Ce garçon mérite une chance. Une chance que je n'ai peut-être jamais donnée à personne. » Et sur ce, il fit taire toutes les objections qui auraient pu s'élever. L'avocat soupira, acquiesça et commença à rédiger les documents nécessaires.
Même s'il ne comprenait pas tout à fait la motivation d'Ethan, il savait qu'il ne servait à rien d'argumenter. Pendant qu'il attendait, Ethan s'est mis à réfléchir à la raison d'une décision aussi extrême. Il savait que l'argent, après tout, ne lui avait pas apporté le bonheur qu'il avait imaginé. Pendant des années, il avait accumulé des biens, des propriétés, des actions, tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de tout cela ne lui appartenait vraiment, car il n'avait personne avec qui le partager. Et maintenant, face à sa mort imminente, il voyait toute cette fortune comme une opportunité de rédemption, une dernière chance de faire quelque chose qui comptait vraiment. Il se souvint du visage du garçon, de son regard fatigué et méfiant. C'était un regard qu'il connaissait, un regard qu'il avait déjà eu. Ethan avait oublié, au fil des ans, son propre parcours. Il avait été pauvre, il avait lutté contre l'adversité, il avait aussi été jeune et vulnérable. La différence est que, contrairement à ce garçon, Ethan avait eu une opportunité, une chance qui l'avait mené jusqu'ici. Peut-être aurais-je dû le faire plus tôt, se dit Ethan, un peu mélancolique en pensant à toutes les fois où il aurait pu utiliser sa richesse pour aider quelqu'un, mais où il a choisi de s'isoler, croyant que l'argent n'appartenait qu'à lui. Il voulait que le garçon ait une chance non seulement de survivre, mais aussi de vivre pleinement, de réaliser des rêves qu'il n'était peut-être plus en mesure de réaliser lui-même. Quelques minutes plus tard, l'avocat est revenu, avec une pile de documents et une expression sérieuse. « Voici les documents, monsieur Ethan. J'ai besoin de votre signature sur quelques pages pour formaliser le Nouveau Testament. » Ethan prend son stylo et, avant de signer, respire profondément en regardant le document devant lui. C'était la formalisation de tout ce qu'il possédait, de tout ce qu'il avait passé sa vie à accumuler et qu'il remettait maintenant sans hésitation. Il signa la première feuille de papier avec un calme qui le surprit lui-même. C'était comme si chaque signature était un pas de plus vers une libération dont il ne savait même pas qu'il avait besoin. Page après page, il laissa sa marque, un geste simple, mais chargé de sens. À la fin, il referme le stylo et s'adosse à sa chaise en éprouvant un profond sentiment de soulagement. « C'est fait », dit-il avec un léger sourire. Il savait que cette décision était radicale, qu'elle allait choquer la société et exaspérer sa famille. Mais c'était le seul moyen de donner un sens à sa vie, de laisser derrière lui quelque chose qui est une vraie valeur. L'avocat l'observe, ne croyant toujours pas à ce qui vient de se passer. Mais Ethan ne se souciait pas de ce qu'il pensait. Il ressentait une véritable paix, une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. En quittant le bureau, Ethan marcha dans les rues avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il savait qu'il avait enfin pris une bonne décision. La nouvelle du Nouveau Testament d'Ethan s'est répandue dans sa famille comme une tempête inattendue, rapide et furieuse. Au début, beaucoup n'y ont pas cru, pensant qu'il s'agissait d'une rumeur, d'un malentendu. Mais lorsque la confirmation est arrivée, la réaction a été immédiate et féroce. Ils se sont réunis dans l'une des demeures familiales, un endroit où, en de rares occasions, ils se retrouvaient tous ensemble. L'atmosphère est lourde, comme si un nuage sombre planait sur tout le monde. Des visages rouges de colère, des regards furieux et des marmonnements incessants envahissent la pièce. Lydia, l'une des nièces d'Ethan, s'écrie « Comment est-ce possible ?» en frappant la table de sa main si fort que le son se répercute sur les murs. Lydia, qui a toujours été une femme calculatrice et ambitieuse, ne peut accepter ce qu'elle a entendu. Elle avait été fière de sa position sociale et de tout ce qu'elle avait accompli, mais elle avait aussi toujours considéré qu'une bonne partie de l'héritage d'Ethan lui reviendrait un jour. Aujourd'hui, tout cela semblait lui échapper comme du sable. Il n'avait pas toute sa tête, ça doit être ça, marmonne David, le cousin d'Ethan, d'un air sombre. David était un homme froid, quelqu'un qui considérait l'argent comme une extension de son propre pouvoir et de son influence. L'idée de perdre sa part de fortune au profit d'un étranger, d'un gamin des rues que personne ne connaissait, lui semblait un affront impardonnable. Un mendiant, demande-t-il avec une expression de pur mépris. Comment a-t-il pu tout laisser à personne? Il a été manipulé, c'est forcément ça, ajoute une autre voix, celle d'un cousin plus éloigné. Ce garçon a dû faire quelque chose, un chantage, un tour de passe-passe. Qui, dans son esprit, donnerait toute sa fortune à un étranger? Les voix s'amplifient, comme une symphonie chaotique de colère et de cupidité. Personne ne prend la peine de cacher sa frustration. Pour eux, l'héritage d'Ethan n'était pas seulement une attente, c'était un droit, quelque chose qu'ils avaient toujours supposé leur appartenir. Après des heures de discussions intenses et d'accusations infondées, quelqu'un propose enfin une action concrète. Nous devons prouver qu'il s'agit d'une manipulation, déclare Lydia en se levant de son siège. Nous allons engager un détective. Nous allons enquêter sur ce garçon, découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur lui. S'il y a eu coercition, chantage ou tromperie, nous demanderons aux tribunaux d'annuler ce testament absurde. La proposition est accueillie par des hochements de tête. Pour eux, c'est plus que raisonnable, c'est une démarche nécessaire. La famille décide d'agir immédiatement, elle ne peut pas perdre de temps. Elle savait que plus vite elle déplacerait les pièces du puzzle, plus elle aurait de chances de renverser la situation.
Ils ont donc engagé l'un des meilleurs détectives de la ville, quelqu'un d'expérimenté et de discret, pour fouiller dans le passé du garçon et trouver tous les détails qui pourraient être utilisés contre lui. Pendant ce temps, la nouvelle de l'héritage d'Ethan se répand parmi les connaissances de la famille et la haute société. Cette décision controversée suscite une véritable frénésie parmi les amis, les associés et les voisins. Tout le monde semble avoir une opinion. Certains admirent le geste d'Ethan, le considérant comme noble et altruiste, tandis que d'autres murmurent des propos scandaleux, mettant en doute sa santé mentale. Mais quelle que soit l'opinion, tout le monde était impatient de voir comment la dispute familiale allait se dérouler. Le détective engagé commence rapidement son enquête. Il suit le garçon de loin, notant chacun de ses pas, chacun de ses mouvements. Il consulte les registres, interroge les voisins et les vieilles connaissances, essayant de trouver tout ce qui pourrait confirmer la théorie de la famille. Sa mission était de trouver la moindre preuve de manipulation, le moindre détail suggérant que le gamin des rues avait influencé Ethan dans un moment de faiblesse. Il savait que les membres de la famille étaient prêts à payer une somme considérable pour toute preuve favorisant leurs intérêts. Les jours passent et le détective accumule les détails sur le garçon. Il observe ses relations avec les autres, ses vieilles habitudes de survie dans la rue et, surtout, sa réaction lorsqu'il apprend qu'il va recevoir son héritage. Il était clair que le garçon ne comprenait pas bien la situation dans laquelle il se trouvait. Il semblait désorienté, presque en état de choc, comme s'il ne savait pas comment gérer la tension et la pression soudaine qui pesait désormais sur ses épaules. Mais malgré toute l'enquête, le détective n'a trouvé aucune preuve de manipulation. L'histoire du garçon était simple et directe. C'était juste un jeune homme qui avait survécu seul dans la rue. Quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui était Ethan jusqu'à cette rencontre fortuite. Il n'y avait ni manipulation, ni chantage, ni aucune indication qu'il avait l'intention de profiter de la fortune d'Ethan. Le détective commence peu à peu à comprendre que la décision d'Ethan n'est peut-être pas le résultat d'une influence extérieure, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus personnel. Cette conclusion n'a pas du tout plu à la famille. Chaque mise à jour fournie par le détective, confirmant la simplicité de l'histoire du garçon, est accueillie avec scepticisme et indignation. C'est impossible. Il doit cacher quelque chose. Lydia insiste, refusant de croire qu'un homme comme Ethan puisse prendre seul une décision aussi extrême. Il y a quelque chose qui nous échappe, c'est obligé. Mais au fond d'eux-mêmes, ils commencent à se rendre compte de la vérité. La fortune qu'ils convoitaient tant était, en fait, hors de leur portée. Le choix d'Ethan n'était pas une décision impulsive ou le résultat d'une manipulation, c'était un dernier acte de volonté, un geste qui montrait une facette de l'homme qu'il n'avait jamais rencontré. Au fur et à mesure que cette réalité se confirmait, la colère initiale des membres de la famille s'est transformée en une amère frustration, un sentiment d'impuissance qu'aucun d'entre eux n'était prêt à affronter. Malgré tout, ils n'ont pas abandonné. Poussés par l'appât du gain et le sentiment d'injustice, ils ont continué à faire pression, cherchant des failles dans la loi, des alternatives légales pour contester le testament. La famille voulait prouver, à tout prix, que ce garçon ne méritait pas un seul centime de l'héritage d'Ethan. Il s'agissait d'une bataille non seulement pour l'argent, mais aussi pour la fierté blessée, pour le refus d'accepter qu'un étranger soit devenu l'héritier de tout ce qu'il considérait comme le revenant de droit. Le conflit familial s'est aggravé, créant des tensions pour toutes les personnes impliquées. La situation s'est transformée en une dispute vicieuse, où l'avidité et la vanité ont pris le pas sur tout souvenir de ce qu'était réellement Ethan. En l'espace de quelques jours, la vie du garçon a changé du tout au tout. À un moment, il dormait dans des ruelles et partageait des restes de nourriture avec d'autres sans-abri. L'instant d'après, il était transporté dans des voitures de luxe, entouré de gens qui parlaient une langue différente de celle qu'il connaissait. C'était comme s'il avait été transporté dans un monde nouveau et inconnu, un monde auquel il n'avait jamais imaginé appartenir. Le premier jour après l'officialisation de l'héritage, il a été conduit dans l'un des meilleurs magasins de vêtements de la ville. Le vendeur l'a mesuré de la tête aux pieds, l'a analysé avec des yeux exercés et lui a présenté une sélection de costumes impeccables, de cravates en soie et de chemises blanches immaculées. Mais pour le garçon, l'expérience n'était pas confortable. Il se sentait petit et pas à sa place. Les vêtements élégants étaient comme une fantaisie, quelque chose qu'il portait pour plaire aux autres, mais qui ne reflétait pas ce qu'il était vraiment. « Essayez ce costume, monsieur », suggère le vendeur avec un sourire répétitif, en tendant une pièce gris foncé aux coupes précises. Le garçon regarde le vêtement avec un mélange de curiosité et d'appréhension, presque comme s'il regardait quelque chose d'un autre monde. Il enfila le costume lentement, avec des mouvements prudents, en regardant son reflet dans le miroir. Il était là, complètement différent, comme s'il était quelqu'un d'autre. Mais en regardant plus profondément, il voyait toujours les yeux du garçon qui dormait dans les rues, les yeux de quelqu'un qui savait ce que c'était que d'avoir froid et d'avoir faim. « C'est étrange », murmura-t-il en observant l'ajustement du costume sur son corps. Il se sentait pris au piège, comme si les vêtements portaient des attentes qu'il ne savait pas s'il pourrait satisfaire. La cravate, en particulier, le gênait et elle lui faisait l'effet d'une corde raide autour du cou,
une sensation inconfortable et étouffante. Après avoir revêtu ce qui semblait être une armure en tissu coûteux, il a été conduit dans un restaurant de luxe. En entrant, il remarqua le silence contrôlé, les conversations murmurées à voix basse et discrète, le bruit des couverts fins touchant les assiettes en porcelaine. C'est le contraire de tout ce qu'il connaît. Dans la rue, on entendait des cris, des rires, des voix fortes qui cherchaient à se faire remarquer. Ici, chaque son semble calculé, et il sent que tous les regards sont braqués sur lui, comme s'il savait qu'il n'était pas à sa place. « Monsieur, voulez-vous regarder le menu ?» demanda le serveur avec un léger sourire. Le garçon regarda le menu qu'on lui tendait, mais les mots imprimés étaient un mystère. Les noms des plats étaient soit dans une langue étrangère, soit plein de mots sophistiqués qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Il essaya de comprendre ce qu'il lisait, mais tout lui paraissait une énigme. Il se sentait perdu, honteux de ne même pas pouvoir choisir sa propre nourriture. « Je prendrai ce que vous pensez être le mieux », répondit-il timidement en tendant le menu au serveur. L'homme acquiesça et s'en alla, le laissant une fois de plus seul, entouré d'un environnement opulent et froid. Le garçon regarda autour de lui, voyant des gens riches et bien habillés avec des expressions de satisfaction et de fierté. Il essaya de comprendre comment il se sentait à l'aise dans cet endroit, alors que lui se sentait comme un poisson hors de l'eau, quelqu'un qui n'était là qu'à cause d'une erreur du destin. Lorsque le repas arriva, il regarda l'assiette avec curiosité. Il s'agissait de petites portions disposées avec élégance, comme s'il s'agissait de rodard. Il ne savait pas trop par où commencer. Il prend la fourchette et le couteau, mais ses mouvements sont maladroits et il se rend vite compte qu'il n'utilise pas les couverts de la bonne manière. Quelques personnes autour de lui le remarquent et l'observent discrètement, mais suffisamment pour qu'il se sente encore plus mal à l'aise. Malgré tout, la saveur de la nourriture était quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'était une explosion de saveurs complexes et intenses, mais il n'arrivait pas à se concentrer pleinement. Son esprit vagabonde, se demandant comment il est possible d'être là, de vivre quelque chose qui lui a toujours semblé inaccessible. Pourtant, même entouré de luxe et de confort, il se sentait vide. Il y avait un vide en lui, un sentiment que l'argent et la richesse ne pouvaient combler. Après le dîner, on l'emmène dans une chambre d'hôtel qui ressemble à un palais. Les murs étaient recouverts d'un papier peint doré et le plafond était orné de détails en marbre. Le lit était immense, recouvert de draps qui ressemblaient à de la soie. Mais lorsqu'il s'allonge, il ne trouve pas le confort qu'il espérait. La familiarité des rues, le bruit, même les surfaces dures sur lesquelles il s'allongeait lui manquaient. Là, dans ce lit doux et silencieux, il se sentait encore plus isolé. Le luxe qui l'entourait lui semblait être une barrière, quelque chose qui le séparait de tout ce qu'il connaissait. En fixant le plafond, le garçon se remémore son passé, la vie dans la rue, les nuits froides et solitaires. Il pensait aux fois où il s'était contenté d'un simple repas, aux amitiés qu'il avait nouées avec d'autres enfants des rues, des gens qui comprenaient sa douleur et son combat. Aujourd'hui, il se trouvait dans un endroit que la plupart des gens considéraient comme un paradis, mais tout cela semblait faux, un acte qui ne le représentait pas. L'argent lui donnait accès à des lieux et à des choses inimaginables, mais il ne lui apportait pas ce qu'il recherchait vraiment, une appartenance et un but. Les jours passent et il continue à se laisser guider par ce nouveau monde. Il rencontrait des gens qui le flattaient, lui disaient de belles choses et lui offraient tout ce qu'il voulait. Mais au fond de lui, il savait que ces gens ne le voyaient pas vraiment, il ne voyait que l'argent, l'héritage, la fortune qu'il représentait désormais. Il était comme une pièce dans un jeu qu'il ne comprenait même pas. Un jour, alors qu'il se promène dans un magasin d'antiquités, il tombe sur un grand miroir au cadre vieux et usé. Il s'arrêta devant, fixant son propre reflet pendant de longues minutes. Il y avait le même garçon, habillé avec des vêtements de luxe, mais avec le même regard que celui qui a toujours survécu dans la rue. Et à cet instant, il s'est rendu compte que, malgré tout ce qu'il avait maintenant, il était toujours le même. Le passé fait toujours partie de lui, et l'argent, même s'il l'entoure, ne peut pas effacer la souffrance qu'il porte. Quittant la boutique, il marcha dans les rues de la ville, sentant le vent froid sur son visage. Il se souvint d'Ethan, l'homme qui avait changé sa vie par une décision inattendue. Il se demanda ce qu'Ethan avait vu en lui pour lui confier toute sa fortune, pour croire qu'il méritait cette opportunité. Il se demandait ce qu'il ferait de l'argent, s'il devait continuer à vivre ainsi ou trouver un moyen de faire quelque chose de significatif. Le changement dans la vie du garçon a été trop rapide. Un instant, il était invisible aux yeux du monde, l'instant d'après, il était le jeune héritier d'une fortune colossale. Cette visibilité soudaine s'accompagne de personnes qu'il n'a jamais vues auparavant, de sourires qui ne semblent pas sincères et d'intérêts cachés qui, peu à peu, font de sa nouvelle réalité un fardeau difficile à porter. Dès que la nouvelle s'est répandue, des personnages ont commencé à s'approcher de lui avec des expressions amicales et des promesses vides. Des personnes qui, quelques jours auparavant, ne l'auraient jamais remarqué dans la rue, s'approchaient maintenant de lui avec des tapes dans le dos et des mots doux. « Vous devez avoir besoin d'aide avec tout cet argent », lui disent certains. « Je peux vous montrer comment investir », suggèrent d'autres, avec un sourire affable qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Au début,
Il essaie de croire en leur bonne volonté. Après tout, il n'avait jamais connu ce genre d'attention auparavant, de la part de personnes qui semblaient s'intéresser à son bien-être. Mais au fil des semaines, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les conseils qu'il lui donnait comportaient toujours une sorte d'avantage pour la personne qui les donnait. Des suggestions d'investissement qui, au fond, semblaient leur être plus profitables qu'à lui. Et ce qui n'était au départ qu'un flot de paroles aimables s'est rapidement transformé en un réseau d'intérêts complexes et perfides. Les amis qui apparaissaient soudainement avaient toujours une idée brillante, un plan innovant qui ne nécessitait qu'un petit financement. Pensez au rendement, disait-il avec enthousiasme, avec des calculs rapides et des promesses de profits inimaginables. C'est une opportunité unique. Cependant, il s'est rendu compte que ces affaires semblaient fragiles, comme s'il s'agissait de châteaux de cartes sur le point de s'effondrer. Et à chaque proposition, il se sentait de plus en plus sous pression, comme s'il y avait une urgence constante à ce qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi, avec l'argent. Un jour, une jeune femme, Claire, l'aborde, avec un sourire charmeur et une gentillesse qui semble sincère. Elle l'écoute, lui pose des questions sur sa vie et s'intéresse à ses opinions. Pendant quelques semaines, il se dit qu'il a peut-être enfin trouvé une vraie amie, quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est et non pour son argent. Mais peu à peu, même elle se met à lui poser des questions sur sa fortune, sur l'usage qu'il compte en faire et, un jour, lui propose d'investir dans un projet personnel qui, selon elle, leur serait profitable à tous les deux. Lorsqu'il se rend compte que même Claire, en qui il a confiance, semble motivé par l'argent, il ressent une profonde déception. C'est comme si personne ne le voyait vraiment, comme s'il était invisible derrière les chiffres et les biens qu'il possède désormais. Cette prise de conscience l'ébranle et l'amène à s'interroger non seulement sur les personnes qui l'entourent, mais aussi sur sa propre capacité à discerner qui est sincère et qui n'est là que pour profiter de l'aubaine. La pression augmente de jour en jour. Des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées l'abordaient dans la rue, chacune avec une histoire plus dramatique que l'autre. Chacun semble avoir besoin de quelque chose, comme si sa fortune était une source inépuisable capable de résoudre tous les problèmes. « Vous pourriez aider ma famille », dit une femme aux yeux pleins de larmes. Un petit prêt ferait toute la différence, insiste un homme à l'expression désespérée. Ces appels ont commencé à affecter ses émotions. Il ressent un mélange de culpabilité et de responsabilité, une pression invisible qui l'étouffe. Comment aider tout le monde? Et pire encore, comment distinguer ceux qui ont vraiment besoin d'aide de ceux qui essaient simplement de le manipuler? Au fond de lui, il savait qu'il n'avait ni l'expérience ni la maturité pour faire face à cette situation. Peu importe les vêtements chics qu'il porte ou les restaurants de luxe dans lesquels il dîne, il reste le même garçon qui a grandi dans la rue, quelqu'un qui ne sait pas comment naviguer dans ce monde d'apparence et d'intérêts cachés. Petit à petit, il a commencé à s'isoler. Il évite les invitations aux fêtes, les rencontres sociales et même les nouveaux amis. Il passe des heures seul, essayant de trouver un moyen de faire face à tout cela. Mais plus il y pensait, plus il se sentait perdu. L'héritage qu'Ethan lui avait laissé, qui lui avait d'abord semblé être une bénédiction, devenait maintenant un fardeau. Il commença à se demander s'il méritait vraiment cet argent, s'il était vraiment prêt à le gérer. Un soir, allongé dans son lit luxueux, le garçon réfléchit aux changements survenus dans sa vie. Il a fermé les yeux et s'est souvenu des nuits froides où il partageait le peu qu'il avait avec d'autres enfants des rues. Il se souvenait des amitiés sincères, des liens tissés au milieu de la pauvreté, de la camaraderie qui n'avait rien à voir avec l'argent. Cela lui manquait. Les gens qui s'intéressaient vraiment à lui, et non à ce qu'il pouvait offrir, lui manquaient. Il se leva et fit le tour de la pièce en silence, perdu dans ses pensées. Ethan savait-il que cela arriverait? Se demanda-t-il à voix haute. A-t-il vécu cela lui aussi? Le doute lui rongeait le cœur, et il se sentait incapable de répondre à ces questions. La fortune était un fardeau qu'il n'avait jamais demandé, un cadeau qui ressemblait chaque jour un peu plus à un piège. Le lendemain, lorsqu'il quitte la maison, il remarque des regards curieux et des murmures. Toute la ville semble savoir qui il est, comme s'il était toujours sous les feux de la rente. Et de nouveau, les faux amis et les profiteurs apparurent, avec des sourires et des mots soigneusement calculés, essayant de s'approcher. Il remarque les regards, les expressions qui cachent l'envie et le mépris. Beaucoup le jugeaient, chanceux, d'autres l'enviaient ouvertement, et il sentait la pression monter à chaque interaction, à chaque contact superficiel. Entouré de gens, il se sentait plus seul que jamais. Chaque ami qu'il aborde avec de fausses intentions lui rappelle qu'il ne peut faire confiance à personne. La fortune d'Ethan l'isole encore plus, le rendant prisonnier d'un monde où l'affection et la loyauté semblent être à vendre. Les nuits du garçon sont toujours agitées. La chambre dans laquelle il dormait était grande, avec un lit moelleux et des draps en tissu fin. Mais malgré le confort et le silence, il ne parvenait que rarement à se reposer. Au contraire, l'obscurité lui rappelait des souvenirs qu'il tentait d'oublier, des fragments d'un passé plein de douleur et d'abandon. Il fermait les yeux et, au lieu de trouver le repos, il était hanté par des souvenirs qui semblaient s'intensifier de plus en plus. Les cauchemars surviennent presque tous les soirs, sans prévenir. Il se voyait,
petit, perdu, courant dans des rues sombres tandis que des silhouettes indistinctes l'observaient de loin, froides et indifférentes. Dans ses rêves, il entendait des voix familières, des cris de colère et de déception, comme s'ils provenaient d'un endroit lointain. Des souvenirs de l'époque où personne ne se souciait de lui, où il n'était qu'un garçon invisible de plus, un fardeau, un poids pour le monde. Il se réveillait en sursaut, couvert de sueur, même les jours les plus froids. Son cœur battait la chamade et il regardait autour de lui, essayant de se rappeler qu'il était en sécurité maintenant, que le passé ne pouvait plus lui faire de mal. Mais le sentiment de panique persiste. Il sentait qu'à tout moment, tout pouvait disparaître, que le luxe et la sécurité qui l'entouraient maintenant n'étaient qu'une illusion temporaire, quelque chose qui lui serait inévitablement enlevé. Au cours d'une de ces nuits d'insomnie, il se leva et marcha dans la pièce sombre, sentant le sol froid sous ses pieds nus. Il s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre, observant les lumières de la ville à l'extérieur. La vue était impressionnante, mais elle ne signifiait pas grand-chose pour lui. Toute cette beauté lui semblait vide. Il ressentait un vide profond à l'intérieur, un trou que rien ne semblait pouvoir combler. Peu à peu, il commence à se demander s'il est vraiment capable de perpétuer l'héritage laissé par Ethan. « Je ne suis pas fait pour ça », se murmure-t-il, sentant le poids des mots. « Je ne suis qu'un gamin des rues. Comment puis-je faire face à tout cela ?» L'insécurité était étouffante, une présence qui lui comprimait la poitrine, le faisant se sentir petit et insignifiant. L'argent et la nouvelle vie qu'il avait gagnée n'effaçaient pas les cicatrices de son passé. Au contraire, il semblait les mettre encore plus en évidence, comme si chaque nouvelle expérience de luxe et de confort ne faisait que souligner à quel point il ne se sentait pas à sa place. Il se souvient des nuits passées dans des ruelles sombres, où le froid et la peur étaient ses seuls compagnons. Il se souvenait des jours sans nourriture, des semaines sans un sourire, des gens qu'il ignorait comme s'ils n'existaient pas. Ses pensées le hantaient, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à y échapper. Les voix du passé résonnent dans son esprit, pleines de jugement et de mépris. « Tu n'es pas bon », entendait-il, « tu n'es pas capable d'être quelqu'un ». Des mots qu'il a entendus tant de fois et qui se répètent maintenant comme s'il s'agissait de vérités incontestables. Malgré toute la richesse et le pouvoir qu'il possédait, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il échouerait, que tous les yeux qui l'observaient n'attendaient qu'une erreur de sa part, une preuve qu'il n'aurait jamais dû être choisi. Il ressent un mélange de colère et de tristesse. De la colère contre ceux qui l'avaient abandonné, contre ceux qui lui avaient fait croire qu'il ne valait rien. Mais la tristesse était encore plus profonde, une tristesse qui venait de la solitude, de la peur que, quels que soient ses efforts, il ne serait jamais digne de la confiance qu'Ethan avait placée en lui. Les doutes ne cessent de l'assaillir. « Et si j'échouais » pensait-il, la voix tremblante et incertaine. « Et si je prouvais à tout le monde qu'ils avaient raison, que je ne suis vraiment personne ?» Le poids des responsabilités est écrasant, et parfois il se dit qu'il serait plus facile d'abandonner, de tout laisser derrière lui, de s'enfuir quelque part où il pourrait disparaître, où personne n'attendrait rien de lui. Après tout, l'idée d'échouer publiquement, de décevoir Ethan et tous ceux qui l'entourent, lui était insupportable. Dans son esprit, il voyait Ethan comme une figure grandiose, quelqu'un qui semblait presque inaccessible. Comment pouvait-il essayer de suivre les traces d'un homme aussi puissant, quelqu'un qui avait construit un empire? Il avait l'impression que, quels que soient ses efforts, il ne pourrait jamais être à la hauteur des attentes. Ce sentiment d'échec permanent le paralysait, faisant de chaque décision un fardeau, de chaque choix un défi impossible à relever. Le garçon soupira et s'enfonça un peu plus dans le fauteuil. Dehors, la ville brillait de lumière qui contrastait avec l'obscurité qu'il ressentait à l'intérieur. Il se sentait petit face à toute cette grandeur, comme s'il n'était qu'une ombre, un personnage de passage dans un monde qui suivait son cours, indifférent à sa souffrance. Peut-être ne suis-je pas assez fort pour cela, se dit-il, presque comme un aveu. Tandis qu'il réfléchissait, des souvenirs de moments difficiles et de visages qu'il avait tenté d'oublier continuaient d'envahir son esprit. Des personnes qu'il avait blessées, abandonnées et lui avaient fait croire qu'il était jetable. Le poids de ces souvenirs lui fait penser que, quels que soient ses efforts, il ne pourra jamais s'en débarrasser. L'argent pouvait peut-être changer son apparence, mais à l'intérieur, il était toujours le même garçon brisé, quelqu'un qui n'avait jamais connu la sécurité, l'amour ou un véritable soutien. Il savait qu'il devait être fort, qu'Ethan lui avait fait confiance, mais les doutes continuaient de croître, de plus en plus lourds. Si seulement je savais ce qu'il voyait en moi, pensait-il, si seulement je comprenais pourquoi il m'a choisi. Mais cette réponse semblait lointaine, inaccessible. Il voulait croire qu'il pouvait honorer l'héritage d'Ethan, mais la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, le paralysait. Une fois de plus, il a pensé à abandonner. Laisser derrière lui l'argent, les responsabilités, les attentes. Revenir à une vie simple, à quelque chose qu'il connaissait, où les attentes n'étaient pas si élevées, où il pouvait simplement être lui-même, sans le poids des attentes. Mais en même temps, il savait que cette décision le laisserait vide, que la fuite ne résoudrait pas les blessures qu'il portait. La lutte contre le passé et la peur de l'échec était un combat quotidien. Et là, dans le silence de la chambre noire, il continuait à affronter ses démons,
sans savoir s'il parviendrait un jour à les vaincre. Le garçon traversait une période trouble, pleine de doutes et d'incertitudes, se sentant dépassé et sendu. C'est alors qu'il rencontre Arthur, un homme d'âge moyen aux yeux enfoncés et au sourire doux, qui se présente comme un vieil ami d'Ethan. Arthur était quelqu'un qui semblait différent de tous ceux qui l'entouraient, il n'était pas là par intérêt ou par cupidité. Sa présence apporte un calme inattendu, comme s'il comprenait d'une certaine manière la douleur et les craintes du garçon. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Arthur l'a invité à se promener dans un parc tranquille. Il s'est rendu compte du malaise du garçon, de son silence et de ses hésitations. « J'ai appris à très bien connaître Ethan », dit Arthur pour briser la glace. Il a toujours été quelqu'un qui croyait en la force des jeunes, quelqu'un qui voyait le potentiel là où d'autres ne voyaient que les difficultés. Le garçon le regarde, surpris, comme s'il entendait pour la première fois une raison convaincante du choix d'Ethan. Arthur poursuit, « Tu sais, Ethan ne t'a pas choisi par hasard. Il a vu quelque chose de spécial en toi, quelque chose que peut-être tu ne vois pas encore en toi. » Ces mots ont semé une petite graine de curiosité et d'espoir dans le cœur du garçon. Il était étrange de penser que quelqu'un comme Ethan, si puissant et énigmatique, avait placé sa confiance en lui pour une raison précise, une raison qui allait au-delà de la charité. Dans les jours qui suivirent, Arthur rendit visite au garçon fréquemment, lui offrant non seulement des conseils, mais aussi une patience et une compréhension qu'il n'avait jamais connues auparavant. Arthur aborde des sujets que le garçon n'avait jamais envisagés, l'importance de se donner un but, de trouver quelque chose qui donne un sens à sa vie. Ethan pensait que l'argent n'était qu'un outil, un moyen d'atteindre quelque chose de plus grand, a-t-il déclaré lors de l'une de ses conversations. Mais ce quelque chose de plus grand, c'est à vous de le découvrir. Ces mots ont éveillé quelque chose de nouveau chez le garçon, qui a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser l'héritage qui lui avait été confié. Cependant, il sent qu'il n'est pas prêt, que son passé difficile et son manque de confiance l'empêchent de faire le premier pas. Arthur se rend compte de ses hésitations et, d'un regard compréhensif, lui dit « Tu n'as pas à changer le monde d'un seul coup, ni à tout transformer du jour au lendemain. Commencez modestement. Commence par aider ceux qui ont besoin d'un premier pas, comme tu l'as fait autrefois. » Cette suggestion a été comme une étincelle qui a allumé une nouvelle flamme chez le garçon. Il se souvient des autres enfants des rues qu'il a rencontrés, ceux qui, comme lui, ont été ignorés et oubliés par la société. Il savait combien il était difficile de survivre sans soutien, sans que personne ne croie en vous. Et pour la première fois, il a réalisé qu'il avait la possibilité de changer les choses. Avec l'aide d'Arthur, il a commencé à concevoir un projet, une idée qui a progressivement pris forme, une fondation pour soutenir les jeunes de la rue. Arthur l'a guidé à chaque étape, toujours patient, permettant au garçon de prendre une part active dans la construction du projet. « Je veux que cette fondation soit la tienne, dit-il. Elle doit refléter qui tu es et ce que tu veux pour le monde. » Au début, le garçon ne savait pas trop comment structurer le projet, quelles étaient les étapes à suivre, mais Arthur l'a guidé en lui expliquant chaque détail. Petit à petit, il se rend compte que le processus de création de la fondation est en fait un voyage à la découverte de soi. Les yeux du garçon brillaient lorsqu'il imaginait l'impact qu'il pourrait avoir. Il imaginait créer des espaces sur où d'autres jeunes pourraient trouver un soutien et des conseils, où ils pourraient avoir accès à des ressources qu'ils n'avaient jamais eues. Il rêvait de programmes d'éducation, de formation, de soutien émotionnel, de tout ce qui avait manqué dans sa propre vie. Et puis il planifiait, puis il sentait que ce projet ne visait pas seulement à aider les autres, mais aussi à trouver un but qui pourrait guider sa propre vie. Un jour, alors qu'il discute des derniers détails du projet, Arthur le regarde avec un sourire fier. « Tu vois ce que tu peux faire ?» demanda-t-il. « Tu as maintenant la possibilité de changer des vies, de transformer la souffrance que tu as vécue en quelque chose de puissant. » Le garçon resta silencieux pendant un moment, absorbant ces mots. Il n'avait jamais pensé que sa douleur pouvait servir à construire quelque chose de positif, mais là, devant Arthur et avec la fondation qui prenait forme, il sentait qu'il pouvait peut-être transformer ses blessures en force. Lorsque la fondation a été officiellement lancée, le garçon a regardé autour de lui, voyant le résultat de semaines de travail. Le nom de la fondation était simple mais significatif, il l'avait choisi lui-même, Chance pour tous. Il savait que ce qu'il offrait là était exactement ce qu'il avait lui-même voulu lorsqu'il était encore dans la rue, une chance, l'opportunité d'un nouveau départ. Lors de la cérémonie d'ouverture, Arthur l'observe de loin avec un sourire discret et satisfait. Il a vu l'étincelle dans les yeux du garçon, un regain d'espoir et de confiance qui avait été perdu auparavant. À la fin de la cérémonie, Arthur s'est approché de lui et lui a posé la main sur l'épaule. « Ethan serait fier de toi, dit-il d'une voix calme et sincère. C'est l'héritage qu'il voulait laisser au monde, et tu l'as concrétisé. » En entendant ces mots, le garçon ressentit un mélange d'émotions. C'était comme si, pour la première fois, il appartenait vraiment à quelque chose de plus grand. Ce projet ne le reliait pas seulement à l'héritage d'Ethan, mais lui donnait aussi une raison d'aller de l'avant, un but qui allait au-delà de toute fortune ou de tout confort matériel. Ce soir-là, alors qu'il réfléchissait à son parcours,
Il s'est rendu compte que la présence d'Arthur dans sa vie avait été fondamentale. Arthur l'avait guidé au moment où il en avait le plus besoin, lui offrant non seulement des conseils, mais aussi l'exemple que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les vies que nous sommes capables de toucher. Enfin, le garçon a compris que son nouveau but était avant tout une façon de transformer le passé en une source d'espoir pour l'avenir. Il savait qu'à partir de ce moment, chaque jeune qui trouverait un soutien, chaque histoire de dépassement qui naîtrait de la fondation, ferait également partie de sa propre histoire de rédemption. Après avoir créé la fondation, Une chance pour tous, le garçon a découvert que ce n'était que le début. Avec le soutien d'Arthur et l'expérience qu'il acquiert, il commence à rêver de quelque chose d'encore plus grand, d'une expansion qui pourrait offrir des opportunités réelles et durables aux jeunes de la rue et à ceux qui, comme lui, ont été mis à l'écart par la société. Un après-midi d'hiver, alors qu'il se promenait dans les locaux de la fondation, il s'est arrêté devant un tableau où il avait esquissé une série d'idées pour de nouveaux projets. C'est un grand tableau, couvert de notes, de schémas et de petits dessins. Il envisage d'ouvrir de nouveaux centres de soutien et de créer des programmes d'éducation susceptibles de fournir une base solide aux jeunes aidés par la Fondation. Il ne veut pas seulement les aider à survivre, il veut leur donner les outils pour construire leur propre avenir, une vie différente de celle qu'il a connue. Nous allons créer des centres éducatifs dans les zones les plus vulnérables, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le personnel de la Fondation. Je veux que ces jeunes aient accès à des cours de formation professionnelle, qu'ils aient la possibilité d'acquérir des compétences pratiques qu'ils pourront utiliser pour subvenir à leurs besoins. À côté de lui, Arthur écoutait avec fierté, voyant comment ce garçon, autrefois peu sûr de lui et reclus, parlait désormais avec conviction et détermination. Quelques jours plus tard, lors d'une visite dans l'un des centres qui venait d'ouvrir, il a rencontré un groupe d'adolescents qui suivaient un cours d'informatique. Ils regardaient l'écran de l'ordinateur avec curiosité et un peu de crainte, comme si ce monde de technologie et de possibilités était quelque chose d'inaccessible. Se rendant compte de leur hésitation, il s'est approché d'eux et s'est assis à côté de l'un d'entre eux. « Ne vous inquiétez pas », dit-il avec un sourire encourageant. « Moi non plus, je ne connaissais rien à l'informatique jusqu'à récemment. » Les jeunes le regardent avec surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un dans sa position ait connu des difficultés comme celles qu'il rencontrait. Petit à petit, il leur raconte son histoire, les nuits qu'il a passées dans la rue, le froid, la faim, le sentiment d'abandon. « Je sais ce que c'est que de n'avoir personne pour vous soutenir, avoue-t-il, la voix calme mais pleine d'émotion. Mais je sais aussi qu'il est possible de changer, que nous méritons tous une chance de faire quelque chose de différent. » Les jeunes écoutent attentivement, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'identification. Ces mots, venant de quelqu'un qui avait vécu ce qu'ils avaient vécu, avaient un poids particulier, comme si chaque phrase était une promesse que, oui, l'avenir pouvait être différent. Petit à petit, il s'est rendu compte de l'impact de ses paroles. Ce n'était pas seulement l'argent de la fondation qui comptait, c'était sa présence même, son histoire, le fait qu'il était l'un d'entre eux, quelqu'un qui avait surmonté des obstacles similaires. C'est cette connexion, ce lien authentique, qui a fait croire aux jeunes qu'ils pouvaient eux aussi changer leur vie. Il s'est rendu compte qu'en partageant son histoire, il leur donnait quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, l'exemple qu'une transformation était possible. Au fil du temps, le projet d'expansion de la Fondation a continué à se développer. Il s'est consacré à l'établissement de partenariats avec des entreprises locales, proposant des stages et des programmes de formation aux jeunes qui servaient. « Je veux que vous viviez de vraies expériences », a-t-il déclaré lors d'une réunion avec un groupe d'adolescents, alors qu'il expliquait les nouveaux programmes de formation. « Je veux que vous sachiez ce que c'est que de travailler, d'acquérir de l'expérience et, surtout, de la confiance. » L'une des scènes les plus frappantes s'est produite lorsque l'un des jeunes, un garçon appelé Louis, s'est approché de lui après un exposé. Louis était timide, presque invisible parmi les autres, mais il a trouvé le courage de l'aborder. Il lui a demandé, la voix basse et pleine de doute, « Tu crois que je peux avoir quelque chose de mieux moi aussi ?» Le garçon le regarda, voyant sur son visage la même incertitude que celle qu'il avait lui-même ressentie tant de fois dans le passé. « Bien sûr que tu peux, Louis, répondit-il fermement. « Si je l'ai fait, tu le peux aussi. Et je suis là pour t'aider à le faire. » Ces mots ont profondément touché Louis, qui a compris qu'il n'était pas seul, qu'il avait quelqu'un à ses côtés. Depuis lors, Louis a suivi tous les cours disponibles, déterminé à changer sa propre vie. Avec chaque jeune qu'il a rencontré, il a senti son objectif se renforcer. Il n'était pas seulement l'héritier d'une fortune, il était un agent de changement, quelqu'un qui pouvait transformer des vies. La pression et les doutes qu'il avait autrefois assaillis se dissipaient, remplacés par une véritable détermination. Il voit le reflet de son propre passé dans chaque histoire qu'il entend, dans chaque regard qu'il croise. Pendant ce temps, le projet d'expansion se poursuit. Il rêve d'ouvrir des centres de soutien dans d'autres villes, de porter la fondation là où les besoins sont encore plus grands. Chaque nouveau pas qu'il fait, chaque jeune qu'il voit surmonter ses propres défis, est comme une confirmation qu'il est sur la bonne voie.
La fondation, une chance pour tous, était devenue un réseau de soutien qui offrait non seulement un abri et de la nourriture, mais aussi des connaissances, de l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. Un soir, après une longue journée de travail, ils retrouvent Arthur. Ils sont assis ensemble, réfléchissant à ce qu'ils ont construit. Arthur l'a regardé avec un sourire tranquille. « As-tu la moindre idée de l'impact que tu as ?» Le garçon secoue humblement la tête. « Je veux juste qu'ils sachent qu'ils ont une chance, ce que je n'aurais jamais imaginé avoir. » Arthur acquiesce, touché par la sincérité du garçon. « Et c'est justement ce qui fait de toi le leader dont ils ont besoin, » dit-il. « Vous ne vous contentez pas d'offrir de l'aide, vous leur montrez que la voie du changement existe. Et cet espoir est quelque chose que personne ne peut leur enlever. » Ces mots ont résonné dans le cœur du garçon. Il s'est rendu compte qu'en transformant la douleur du passé en quelque chose de positif, il ne construisait pas seulement un héritage, mais une mission de vie. Les jours passent et le garçon, qui se consacre désormais à son travail à la fondation, n'a guère le temps de réfléchir au passé. Il se concentrait sur la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose qui aiderait d'autres jeunes comme lui. Un jour, cependant, tout a changé avec l'arrivée d'un visiteur inattendu. Un homme à l'air sérieux est apparu à la fondation, avec une expression d'urgence et une volumineuse mallette dans les mains. Il s'agit du détective engagé par la famille d'Ethan, qui a mené une enquête approfondie sur le garçon à la recherche de preuves susceptibles de contester le testament. Mais ce qu'il a découvert n'est pas ce à quoi les héritiers s'attendaient. Au lieu d'un complot manipulateur, le détective a trouvé un lien profond et surprenant entre le garçon et Ethan. Il était son petit-fils. « J'ai besoin que tu vois quelque chose », dit le détective d'une voix ferme mais prudente. Il fait signe au garçon de le suivre dans une pièce privée. Sans comprendre ce qui se passe, le garçon acquiesce, intrigué et peut-être un peu effrayé. Il s'assied et le détective, d'un air sérieux, ouvrit sa mallette et posa quelques documents sur la table. Ces documents, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots, révèlent quelque chose que personne ne savait jusqu'à présent. La raison pour laquelle Ethan vous a choisi n'était pas une coïncidence. Il avait une raison pour cela. Le garçon regarda les papiers avec des yeux écarquillés, sentant un étrange frisson dans son estomac. Il ne pouvait pas imaginer ce qui allait suivre, mais l'expression du détective indiquait qu'il s'agissait de quelque chose d'important. L'inspecteur poussa l'un des papiers vers lui. « C'est une déclaration de naissance, dit-il. C'est le vôtre. » Le garçon prit le document d'une main tremblante, reconnaissant la date, le nom de sa mère et son propre nom. Mais son attention est attirée par une autre partie du document, le nom de son grand-père, le nom d'Ethan. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'absorber ce qu'il avait sous les yeux. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, la voix tremblante. Il regarda l'inspecteur, confus, n'étant pas sûr d'avoir bien compris. L'inspecteur a alors donné plus de détails, expliquant qu'il y a des années, Ethan avait eu une relation avec une femme qui a fini par quitter la vie sans jamais informer Ethan qu'elle était enceinte. Elle avait élevé le garçon seul, sans jamais dire la vérité à qui que ce soit. Le garçon réalise maintenant que sa mère a gardé le secret jusqu'à la fin, lui faisant croire qu'il n'avait pas de famille. La vérité semblait défaire les fondements de tout ce qu'il avait cru. « Suis-je son petit-fils » murmura-t-il, presque pour lui-même. Les mots semblaient irréels, comme s'il était dans un rêve. C'était une révélation qui, d'une certaine manière, avait un sens parfait, en même temps, semblait impossible à croire. Ethan, l'homme qui avait changé sa vie, était aussi l'homme qu'il avait cherché pendant des années sans le savoir, le grand-père qu'il n'avait jamais rencontré. Il ressent une vague d'émotions contradictoires. Il y avait la joie, car pour la première fois il savait qu'il avait un lien familial, une racine qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Mais il y avait aussi une profonde tristesse, une douleur pour toutes les opportunités qu'il n'avait jamais eues, pour les années où ils étaient si proches mais si éloignés. Il pensa à Ethan et à ce que cela aurait été de le connaître en tant que grand-père, à la façon dont leur vie aurait pu être différente s'ils avaient connu la vérité plus tôt. Alors qu'il tenait les documents, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Il se souvenait de toutes les fois où il s'était senti seul, impuissant, ne sachant pas qu'il y avait quelqu'un qui se souciait profondément de lui, même sans connaître ce lien. Ethan n'était pas seulement un généreux bienfaiteur, il était sa famille, quelqu'un qui avait choisi de lui donner une seconde chance, même sans connaître la vérité. Le détective l'observe en silence, respectant l'instant présent. Ethan ne le savait probablement pas, dit-il d'une voix douce. Mais d'une manière ou d'une autre, il semble avoir senti qu'il y avait un lien spécial entre vous. C'est peut-être la raison pour laquelle il t'a choisi. Il a vu en toi quelque chose qui lui rappelait peut-être lui-même, quelque chose qui parlait à son cœur. Le garçon acquiesça lentement, essayant encore de tout assimiler. Il avait l'impression qu'enfin, les pièces de sa vie se mettaient en place, que toutes les questions qui l'avaient toujours tourmenté avaient soudain une réponse. Il a ressenti une nouvelle forme de paix, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'était comme s'il pouvait enfin comprendre pourquoi Ethan l'avait choisi, pourquoi il lui avait confié l'héritage de sa vie. Au bout d'un moment,
Il a levé les yeux vers le détective et lui a dit « Merci de m'avoir apporté cela. Je crois que, d'une certaine manière, j'avais besoin de savoir. » L'inspecteur acquiesça et partit, laissant le garçon seul pour absorber les implications de sa découverte. Seul dans la pièce, il passa ses doigts sur les documents, réfléchissant à toutes les fois où il s'était senti perdu, comme si sa vie n'avait aucun sens. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a toujours eu un but plus important, un lien dont il n'était pas conscient. À cet instant, le travail qu'il effectuait à la fondation a semblé prendre une nouvelle dimension, une nouvelle raison d'être. Il ne se contentait pas de perpétuer l'héritage d'un bienfaiteur, il honorait la mémoire de quelqu'un qui, sans le savoir, faisait partie de sa propre histoire. Ce soir-là, il a décidé d'écrire une lettre, quelque chose qu'il savait qu'Ethan ne lirait jamais, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui semblait nécessaire. Il sentait qu'il devait exprimer sa gratitude, non seulement pour ce qu'Ethan avait fait, mais aussi pour le fait qu'il l'avait choisi, qu'il lui avait fait confiance, même sans connaître la vérité. Le stylo à la main, il écrivit « Ethan, je n'ai jamais su que nous étions vraiment liés, je n'ai jamais su que tu faisais partie de moi. Mais maintenant que je le sais, j'ai l'impression de pouvoir enfin comprendre pourquoi tu m'as donné cette chance. Tu m'as fait confiance, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, toutes les vies que j'ai eu la chance de toucher, sont le reflet de ton héritage, de ta générosité. Je promets d'honorer votre nom et tout ce que vous avez fait pour moi. Et je promets également de tout faire pour que d'autres jeunes, comme moi, puissent trouver un moyen, une chance d'être quelqu'un. Je vous remercie du fond du cœur. Merci d'avoir été qui vous étiez, de m'avoir vu même quand j'étais invisible pour le reste du monde. Avec toute ma gratitude, votre petit-fils. » Lorsqu'il eut terminé, il ressentit un profond soulagement. Il comprenait maintenant pourquoi il avait été choisi, ce qui l'incitait encore plus à poursuivre son travail. Quelques jours après avoir découvert son véritable lien avec Ethan, le garçon a reçu une vieille enveloppe, apportée par l'un des avocats du millionnaire. « Ethan a laissé ceci pour toi », dit l'homme avec une expression respectueuse. Il s'agit d'une lettre écrite par Ethan avant sa mort. Un dernier message, un testament qui ne concernait pas les biens matériels, mais un héritage plus profond, un héritage de valeurs, de leçons et de réflexions. Le garçon regarda l'enveloppe avec un mélange de révérence et de nervosité. Il savait déjà, en partie, ce que signifiait porter l'héritage d'Ethan, mais il allait maintenant avoir la chance d'entendre directement l'homme qui avait transformé sa vie, de comprendre ce qui lui passait par la tête dans ces derniers instants. Il s'assit dans un endroit tranquille de la fondation et ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, l'écriture d'Ethan était forte et précise, mais portée à léger tremblement, comme si chaque mot était le fruit d'émotions profondes et lourdes. La lettre d'Ethan. Ma très chère, si tu lis ceci, c'est que mon temps dans ce monde est arrivé à son terme, et qu'il est temps pour toi de recevoir quelque chose que je crois plus important que n'importe quelle fortune. Je sais que la décision de te confier la totalité de mon héritage était inattendue et peut-être, à un moment donné, injuste aux yeux de beaucoup. Mais je veux que vous sachiez qu'en faisant ce choix, j'ai vu en vous quelque chose que j'ai vu en moi il y a de nombreuses années. J'ai passé ma vie à chercher quelque chose qui me comblerait. Je pensais que le succès et l'argent me donneraient un but, mais j'ai découvert à mes dépens que je me trompais. J'ai obtenu tout ce que l'argent peut acheter, mais j'ai perdu ce qui comptait vraiment. J'ai des regrets que tout l'or du monde ne pourra pas effacer. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, seul et déterminé à survivre, je me suis souvenu de qui j'étais. Je me suis souvenu d'un jeune homme qui avait lui aussi connu la dureté de la vie, mais qui n'avait jamais eu personne à qui tendre la main. J'ai vu en toi la force que j'ai tant cherché à trouver en moi-même. Tu m'as rappelé qu'en fin de compte, ce ne sont pas les choses matérielles qui nous définissent, mais les personnes que nous touchons et les vies que nous changeons. Je t'ai choisi parce que je veux que tu aies la chance que je n'ai jamais eue, la chance de construire quelque chose qui compte vraiment, de créer un héritage qui va au-delà du matériel. Je veux que tu sois plus que ce que j'ai été. Je veux que tu trouves la rédemption que j'ai cherchée pendant si longtemps. Et surtout, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous avez en vous le pouvoir de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Je n'étais pas un homme parfait. Loin de là. Et c'est peut-être pour cela que j'ai fait ce choix, pour que quelque chose de bon naisse des erreurs que j'ai commises. Je m'excuse pour les chemins que je n'ai pas suivis, pour les gens que j'ai laissés derrière moi. Mais en vous voyant, je sens que je peux encore faire quelque chose de bien, même indirectement. J'espère que vous profiterez de cette occasion pour faire ce que je n'ai pas pu faire. Que tu seras une lumière là où j'ai été une ombre, que tu apporteras ton soutien là où j'ai été absente. Et surtout, que vous ne perdiez jamais de vue qui vous êtes vraiment, même si le monde qui vous entoure essaie de vous imposer quelque chose de différent. S'il vous plaît, ne considérez pas cet héritage comme un fardeau, mais comme une mission. J'ai confiance en vous. Je sais que vous saurez trouver votre propre vérité, votre propre chemin. Ce faisant, vous ne ferez pas qu'honorer ma mémoire, vous créerez votre propre histoire, une histoire qui, je l'espère, inspirera d'autres personnes à croire en la possibilité d'un changement. Avec toute ma gratitude et ma foi. Ethan,
Alors qu'il terminait sa lecture, le garçon sentit les mots d'Ethan résonner directement dans son cœur. Chaque phrase semblait réverbérer ses propres doutes, ses propres peurs, mais elle allumait aussi une flamme d'espoir. La lettre n'était pas seulement un dernier message, c'était un passage de témoin, une reconnaissance que le garçon était plus qu'un héritier. Il était quelqu'un en qui Ethan avait placé tous ses espoirs de rédemption, une extension des rêves et des regrets du vieux millionnaire. Pendant quelques minutes, il resta silencieux, absorbant chaque mot. L'émotion l'envahit et il sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Mais ce sont des larmes d'une autre nature, des larmes de compréhension, d'acceptation. C'était comme s'il avait enfin compris le véritable but de sa nouvelle vie. L'argent, qui lui avait semblé être un fardeau, prenait désormais une nouvelle signification. Il n'était pas là pour l'utiliser uniquement pour lui-même, mais pour construire quelque chose qui honorerait le sacrifice et les regrets d'Ethan. Inspiré par la lettre, il a décidé d'intensifier ses efforts au sein de la fondation, mais avec un nouvel objectif. Désormais, chaque projet, chaque initiative ne sera pas seulement une réponse au présent, mais aussi un hommage au passé. Il voulait que chaque jeune aidé par la fondation ait la chance de trouver un but, de ressentir un sentiment d'appartenance, de trouver un soutien là où le monde ne montrait que de l'abandon. Un soir, il a organisé une petite cérémonie à la fondation, au cours de laquelle il a lu des extraits de la lettre à son personnel. Beaucoup écoutent en silence, touchés par la sincérité des mots d'Ethan et la passion renouvelée du garçon. Il voulait que chacun comprenne la profondeur de cet héritage, que tous ceux qui travaillaient à ses côtés sachent que l'objectif de la fondation allait bien au-delà de la fourniture de ressources. Il s'agissait de donner un sens, de créer de l'espoir. Après la lecture, il a regardé le groupe, se sentant renforcé. À partir d'aujourd'hui, chacune de nos actions sera un hommage à ce en quoi Ethan croyait, a-t-il déclaré d'une voix empreinte de conviction et d'émotion. Nous allons montrer à ces jeunes que même lorsque le monde leur tourne le dos, il y a toujours un chemin, un avenir. La lettre d'Ethan, soigneusement rangée dans un simple cadre, est accrochée dans le hall d'entrée de la fondation. Pour le garçon, elle était devenue le symbole de tout ce qu'il représentait, de tout ce qu'Ethan voulait qu'il soit. Chaque fois qu'il passait devant cet endroit, il se souvenait de l'engagement qu'il avait pris, de la promesse silencieuse d'utiliser toutes les ressources, toutes les opportunités pour construire un monde plus juste. Il comprenait maintenant ce que signifiait être un véritable héritier. Le garçon savait que pour accomplir véritablement l'héritage d'Ethan, un dernier geste de courage et de maturité était nécessaire. Au lieu de maintenir la distance qui le séparait des héritiers d'Ethan, il a décidé de les inviter à un événement spécial à la fondation, une réunion qui rassemblerait non seulement les membres de la famille du millionnaire, mais aussi les jeunes qui avaient bénéficié du travail que lui et son équipe accomplissaient. Il voulait montrer que l'héritage d'Ethan ne devait pas être contesté ou fragmenté par des rancunes et des rivalités. Ethan a laissé un héritage qui transcende l'argent, un héritage fait de valeur et d'espoir. Et c'est cela que le garçon voulait partager. Le jour de l'événement, la fondation a été minutieusement préparée. Les murs étaient décorés de photos des projets réalisés, d'enregistrements de sourires et d'histoires de transformation. Dans chaque coin, il y avait un rappel de l'impact du travail de la fondation sur la vie des jeunes qui, comme lui, avaient connu de grandes difficultés. Les invités arrivent lentement, certains avec curiosité, d'autres avec un certain scepticisme. Lydia, l'une des héritières qui a le plus contesté le testament d'Ethan, est entrée avec une expression retenue mais clairement intriguée. David, le cousin froid et calculateur, regarde autour de lui avec méfiance, comme s'il ne comprenait pas le but de l'invitation. D'autres membres de la famille gardent une attitude distante, sans cacher leur gêne d'être là. Parmi les héritiers, il y avait aussi des jeunes qui avaient bénéficié de la fondation, ceux qui venaient de milieux difficiles et qui, avec le soutien du garçon et de son équipe, avaient réussi à changer de vie. Le contraste est saisissant, d'un côté, les héritiers d'Ethan, habitués à un monde de privilèges, et de l'autre, des jeunes qui ont connu des difficultés similaires à celles du garçon et qui sont là pour témoigner de l'impact transformateur de l'héritage d'Ethan. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, le garçon s'est placé au centre de la pièce et a pris une profonde inspiration. Il savait que ce moment nécessiterait de la sincérité et de l'empathie. Le regard ferme, il commence à parler. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Je sais que les circonstances qui nous ont amenés ici n'ont pas été faciles. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi Ethan m'avait choisi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour discuter du passé, mais pour comprendre ce que nous pouvons faire ensemble à l'avenir. Il marqua une pause, observant les visages devant lui, certains curieux, d'autres méfiants. Ethan ne m'a pas laissé son héritage par hasard. Il m'a laissé un but, une mission. Et cette mission n'est pas seulement la mienne, elle nous appartient à tous. Car, au fond, ce qu'Ethan nous a laissé va bien au-delà de l'argent. Il nous a laissé l'opportunité de faire quelque chose de significatif, d'influencer des vies et de créer un héritage que nous tous, en tant que famille et en tant que communauté, pouvons partager. Ces paroles ont résonné dans la salle, créant une atmosphère d'introspection. Les héritiers, qui avaient auparavant considéré le garçon comme un étranger,
on commençait à voir en lui une profondeur qu'il n'avait peut-être pas réalisée auparavant. Lydia baisse les yeux, semblant réfléchir aux paroles. David, toujours aussi calculateur, semblait moins dur, comme s'il commençait à comprendre quelque chose qui lui échappait auparavant. Le garçon poursuivit, avec maintenant une véritable émotion dans la voix. « Je veux que vous sachiez que cette œuvre, cette fondation, a été créée pour donner aux jeunes une chance de changer leur vie. C'est la chance que je n'ai jamais eue et qu'Ethan m'a donnée. Et c'est pourquoi je vous invite tous à en faire partie, à travailler à mes côtés, à aider à transformer ce qu'Ethan a laissé en quelque chose d'encore plus grand. Non pas en tant que rivaux, mais en tant qu'alliés. » À ce moment-là, il montre un mur sur lequel sont affichées des photos de jeunes qui sont passés par la fondation et qui, grâce à un soutien, ont réussi à reconstruire leur vie. Parmi les photos, il y a des témoignages avec des phrases qui parlent de dépassement, d'espoir et de gratitude. Ce sont les véritables héritiers de l'héritage d'Ethan, a-t-il déclaré, la voix brisée. Chacun de ces jeunes porte une part de la générosité d'Ethan, de sa conviction que personne ne doit être oublié. L'émotion qui s'est répandue dans la salle était palpable. Lydia, qui avait jusque-là gardé une posture rigide, a senti ses yeux pleurer en voyant les histoires et les visages de jeunes qui avaient désormais un avenir devant eux, grâce au travail commencé par Ethan et poursuivi par le garçon. David, même sans le montrer ouvertement, semblait touché, jetant des regards discrets sur les photos. « Je voudrais vous proposer quelque chose à tous, » dit le garçon, avec une fermeté à laquelle personne ne s'attendait, « construisons cet héritage ensemble. La fondation sera toujours ouverte à la contribution de chacun d'entre vous, afin que nous puissions toucher encore plus de gens. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des compétences, des ressources et des connaissances qui peuvent nous aider à développer ce que nous faisons ici. » Ethan croyait au potentiel des gens, et je crois qu'ensemble nous pouvons honorer cette vision d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le silence qui a suivi a été rompu par une série d'applaudissements, d'abord timides, puis de plus en plus intenses. Les jeunes bénéficiaires de la fondation applaudissent avec enthousiasme, inspirés par la détermination du garçon et l'impact que ce message d'unité peut avoir sur tous. Lydia, les yeux encore brillants d'émotion, s'approche du garçon et lui tend la main en signe de conciliation. « Je n'ai pas compris au début, mais maintenant je vois ce que ça veut dire, » dit-elle. « Et je suis prête à vous aider. » David s'est alors avancé et a fait un signe de tête affirmatif. Ethan avait plus de sagesse que nous ne l'imaginions, a-t-il admis, reconnaissant enfin la valeur de ce geste inattendu. « S'il vous a fait confiance, je ferai de même. » L'un après l'autre, les héritiers s'approchèrent, offrant leur aide et leurs compétences pour renforcer la fondation. Le garçon ressentit une profonde paix lorsqu'il vit qu'enfin, ce qui avait été une dispute amère se transformait en une alliance. Il vit que là, dans l'espace construit par la bonté et le repentir d'Ethan, une nouvelle famille était en train de naître, unie non plus seulement par le sang, mais par l'engagement de faire la différence. Ce soir-là, la fondation, une chance pour tous, a été remplie d'une énergie renouvelée. L'atmosphère était à la réconciliation et au partage des objectifs. Les jeunes, les héritiers et les membres de l'équipe discutaient et partageaient des histoires, des idées et des sourires. Ethan était en quelque sorte présent, dans chaque geste de bonne volonté, dans chaque main tendue, dans chaque regard de compréhension. En observant la scène, le garçon s'est rendu compte qu'il avait tenu sa promesse à Ethan. Il ne se contentait pas d'honorer un héritage, il en créait un nouveau qui, avec l'aide de toutes les personnes présentes, transcenderait le temps, devenant une force de changement et d'espoir pour les générations futures. Au fil des mois, la fondation, une chance pour tous, est devenue une référence pour la transformation de la communauté. Le garçon, désormais à la tête d'un réseau de soutien consolidé, a vu l'impact de ses actions croître de manière exponentielle. Ce qui avait semblé être un rêve lointain se matérialisait désormais par des changements réels et durables dans la vie de jeunes qui, comme lui, avaient connu des difficultés et des défis. Chaque projet qu'il lançait était comme un nouveau chapitre de son histoire, et lorsqu'il voyait les résultats, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti auparavant, l'épanouissement. Un jour ensoleillé, il se promenait dans les locaux de la fondation, observant le mouvement et l'énergie qui y régnait. La première scène qui retient son attention est celle d'un groupe de jeunes réunis dans l'une des salles de classe. Ils y apprenaient non seulement des compétences pratiques, telles que l'informatique et l'électronique, mais aussi à prendre confiance en eux, ce qui, par le passé, semblait inaccessible à nombre d'entre eux. Il entre discrètement dans la salle et, très vite, l'un des formateurs le salue en souriant « C'est toujours un honneur de vous recevoir ici. Ces jeunes ont beaucoup à vous remercier. » Lorsque les élèves le remarquent, ils le regardent avec admiration et affection. Pour eux, il n'était pas seulement le directeur de la fondation, mais une source d'inspiration, la preuve vivante que le destin n'est pas nécessairement déterminé par les circonstances difficiles du passé. En observant les visages attentifs et les sourires de ces jeunes, le garçon ressent une profonde émotion. Il s'est souvenu de son propre passé, des nuits dans les rues, des jours de faim, et a réalisé que son histoire servait désormais d'exemple et de source d'espoir pour les autres. Cela lui a donné un sentiment d'utilité qui a dissipé les doutes et les craintes qu'il pouvait encore éprouver.
Dans un autre secteur de la fondation, il a trouvé un espace spécialement dédié au soutien des familles. Les familles des jeunes bénéficiaires y ont la possibilité de participer à des discussions et à des ateliers sur des sujets tels que l'éducation financière, le soutien émotionnel et l'importance du dialogue. Il a observé une mère assise avec sa fille adolescente, lui tenant la main et souriant fièrement alors qu'elle discutait de nouvelles opportunités qu'elles découvraient toutes les deux. La scène était particulièrement touchante pour le garçon. Il connaissait la valeur d'une famille présente et de quelqu'un qui croit en vous, ce qu'il n'avait pas eu pendant une grande partie de sa vie. En voyant ces familles unies et autonomes, il s'est rendu compte que la fondation n'aidait pas seulement les jeunes, mais qu'elle renforçait aussi les liens et renouvelait l'espoir dans chaque foyer qu'elle touchait. Dans la cour de la fondation, un cercle de jeunes s'est formé autour d'un ancien bénéficiaire, aujourd'hui instructeur. Il a raconté son parcours, partagé ce qu'il avait appris et comment le soutien de la fondation l'avait changé. Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. Et regardez-moi maintenant. Aujourd'hui, je peux vous aider à suivre une meilleure voie, à faire des choix différents. Toi aussi, tu peux réaliser ce que tu veux, a-t-il déclaré, la passion évidente dans sa voix. Le garçon observe la scène avec une fierté tranquille, réalisant que le travail de la fondation n'a pas seulement transformé des vies individuelles, mais a créé un cycle de soutien et d'inspiration. Chaque jeune qui surmonte ses difficultés devient une source d'inspiration pour les autres, multipliant l'impact de la fondation d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En traversant les couloirs, il est passé devant un mur sur lequel étaient épinglées plusieurs lettres et témoignages de jeunes bénéficiaires et de leurs familles. Il s'est arrêté pour en lire quelques-uns, et chaque mot semblait porteur d'un monde d'émotions. « Merci d'avoir cru en moi quand personne ne croyait en moi », dit l'une des lettres. « Grâce à la fondation, j'ai obtenu mon premier emploi et je peux maintenant aider ma famille », dit une autre. Ces mots l'ont profondément ému, car il savait combien chaque jeune présent représentait une bataille gagnée, une histoire réécrite. À la fin de la journée, il se rend dans une petite salle de réunion où Arthur l'attend. Son mentor, toujours patient et sage, le regarde avec admiration. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire », lui dit Arthur avec un sourire chaleureux. Peu de gens peuvent transformer leur douleur en une force aussi puissante. Le garçon acquiesça, absorbant encore les paroles d'Arthur. « Je crois que j'ai enfin compris ce qu'Ethan voulait quand il m'a choisi, » répondit-il, la voix calme et pleine de compréhension. Ce n'était pas seulement un héritage, c'était une mission de vie. Une opportunité de rendre le monde plus juste, au moins pour ceux qui n'ont pas eu le choix au départ. Arthur lui pose la main sur l'épaule. « Comme un père fier, tu n'as pas seulement accompli l'héritage d'Ethan. Vous l'avez élevé à quelque chose de bien plus grand. Cette fondation est désormais un symbole d'espoir, et tu en es le cœur. » À partir de ce moment, le garçon a su qu'il n'était plus seul sur son chemin. Il était entouré d'une communauté entière de personnes qui croyaient en sa mission et, surtout, il avait le soutien de jeunes, de familles et de membres du personnel qui travaillaient à ses côtés pour construire un avenir meilleur. Alors qu'il réfléchissait à sa nouvelle vision de la vie, le poids du passé a commencé à se dissiper. La douleur, les souvenirs difficiles et la solitude semblaient désormais faire partie d'une autre vie, une vie qui avait été transformée par la force de sa résilience et l'amour qu'il avait enfin trouvé. Le temps a passé et le garçon qui errait dans les rues est aujourd'hui un jeune homme mûr et déterminé. Chaque étape de son parcours l'a façonné d'une manière unique, et il affronte désormais l'avenir avec une détermination tranquille mais inébranlable. Le poids de son passé, les difficultés, les nuits froides et la solitude étaient devenus une force qui le poussait à agir. Il avait compris que sa mission ne consistait pas seulement à honorer l'héritage d'Ethan, mais aussi à être le gardien de cet héritage et des valeurs qui le représentaient. Il était devenu, aux yeux de la communauté, un symbole de dépassement, un exemple vivant que, quelles que soient les circonstances, il était possible de réécrire son propre destin. Mais il ne cherchait pas la reconnaissance ou les applaudissements. Il savait que son rôle était beaucoup plus profond et subtil. En tant que gardien de l'héritage d'Ethan, il se consacrait à la préservation et à l'expansion du travail qui lui avait été confié, non seulement comme un acte de gratitude, mais aussi comme une mission de vie. Un matin ensoleillé, il s'est levé plus tôt que d'habitude. Un événement important se déroulait à la Fondation, une cérémonie au cours de laquelle les jeunes diplômés des programmes éducatifs recevraient leurs diplômes et certificats. C'était un moment spécial pour lui, car chaque diplôme représentait une histoire de lutte, une nouvelle possibilité pour quelqu'un qui, comme lui, avait connu des moments difficiles. Alors qu'il se dirigeait vers la salle, il a regardé les jeunes rassemblés, voyant en chacun d'eux une partie de lui-même. En montant sur la scène improvisée, il a senti le regard attentif de toutes les personnes présentes. Le public est varié, des jeunes qui ont bénéficié de la fondation, leurs familles, des membres de la communauté et certains des anciens héritiers d'Ethan, qui se joignent maintenant au projet en tant que partenaires et soutien. C'est avec une expression sereine et un léger sourire qu'il prend la parole. Aujourd'hui est un jour de célébration, mais aussi d'engagement renouvelé, a-t-il déclaré d'une voix empreinte de conviction et d'émotion contenue. Chacun d'entre vous représente la véritable valeur de l'héritage d'Ethan. Un héritage qui ne se traduit pas par de l'argent ou des biens, mais par des vies transformées,
des opportunités créées, des rêves qui semblaient autrefois lointains. Il s'est arrêté, prenant une profonde inspiration en regardant chaque visage devant lui. Quand Ethan m'a fait confiance, il m'a donné quelque chose qui va bien au-delà d'un héritage. Il m'a confié une mission. Et cette mission, je m'en rends compte maintenant, n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chacun d'entre vous, à chaque personne qui passe par cette fondation et y trouve une nouvelle chance. Pendant qu'il parlait, son regard croisait celui de quelques jeunes qu'il connaissait bien, des jeunes qui avaient eu des histoires difficiles mais qui, avec le soutien de la fondation, faisaient maintenant des pas vers un avenir plus prometteur. Il s'est souvenu de ses propres pas incertains, de la peur qu'il avait ressentie, des doutes qui l'avaient presque paralysé. Et lorsqu'il a vu la lueur d'espoir dans les yeux de ces jeunes, il a eu la certitude que tous les efforts, toutes les nuits blanches, toutes les décisions difficiles en valaient la peine. Après la cérémonie, il se retire dans un coin plus calme de la fondation, où il a l'habitude de se rendre pour réfléchir. Observant le jardin bien entretenu et le mouvement des gens autour de lui, il réfléchit à ce que l'avenir lui réserve. Il savait que de nouveaux défis se présenteraient, mais il était désormais prêt à les affronter. Il n'y avait plus de peur ni d'incertitude, juste un sentiment d'utilité qui lui donnait la force d'aller de l'avant. Arthur, son mentor, s'est approché silencieusement et s'est arrêté à côté de lui. Il regarde tout de la fondation bouger en silence, une complicité tranquille s'installe entre eux. « Tu sais qu'Ethan serait fier, n'est-ce pas ?» demande Arthur, d'un ton doux et avec un sourire approbateur. Le jeune homme acquiesce, sans plus de mots. Il le savait, il le sentait dans tout son être. Ethan aurait été fier non seulement du succès de la fondation, mais aussi de la transformation personnelle qu'il avait opérée, de la façon dont il avait trouvé la force dans la douleur et la raison d'être dans l'adversité. Le véritable héritage qu'Ethan a laissé n'est pas l'argent, a-t-il poursuivi en réfléchissant à haute voix. C'est l'impact qu'il savait pouvoir avoir, le pouvoir de transformer des vies. Et c'est ce que je veux continuer à faire. Je ne veux pas que son héritage soit statique, figé dans le passé. Je veux qu'il grandisse, qu'il se multiplie, qu'il touche des vies qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Arthur, avec un regard admiratif, a répondu « C'est l'esprit d'un vrai gardien. Quelqu'un qui comprend que la valeur d'un héritage n'est pas dans les chiffres ou les actifs, mais dans chaque vie que nous aidons à améliorer. » Les mots d'Arthur ont été comme un sceau, une confirmation qu'il était enfin là où il devait être, faisant ce qu'il devait faire. Alors que le soleil commence à se coucher, le jeune homme traverse les couloirs de la fondation, observant les visages des jeunes, des familles et du personnel qui, comme lui, croient au pouvoir de la transformation. Il savait que le voyage ne faisait que commencer. Il y avait tant à faire, tant de jeunes qui avaient encore besoin d'une chance, tant de rêves qui avaient besoin d'un coup de pouce pour devenir réalité. Il allait y consacrer sa vie, continuer à développer l'héritage d'Ethan, veiller à ce que toutes les ressources soient utilisées pour faire le bien, ouvrir des portes, inspirer. L'héritage d'Ethan était une flamme qui brûlait désormais dans son cœur, une flamme qu'il était déterminé à entretenir. C'est cette flamme qui a éclairé son chemin, guidé ses actions et lui a donné un but clair et inébranlable. Au fond de lui, il savait que la véritable valeur d'un héritage ne résidait pas dans les biens, mais dans les vies qu'il pouvait transformer. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.